Bonjour, chers auditeurs de Toxin, et bienvenue pour un nouvel épisode de Tout le monde sait, consacré, une fois n'est pas coutume, au post-libéralisme. Deux diagnostics diamétralement opposés s'affrontent sur la modernité libérale et constituent une ligne de fracture politique essentielle pour bien comprendre notre époque. Le premier, qui demeure le récit, disons, officiel, est que la crise que traverse la modernité libérale provient de forces antérieures à elle qui connaîtraient un regain de vigueur du fait de la complexité croissante de nos sociétés. Plutôt que d'accepter de résoudre les difficultés qui s'offrent à nous en transformant notre déclaration d'indépendance en déclaration d'interdépendance et de faire confiance en quelques guides éclairés pour nous mener vers la paix sociale, nos contemporains ingrats préfèrent se réfugier dans le confort simplificateur d'un retour à des vieilles passions régressives. Parmi celles-ci, on peut citer la religion chrétienne, la préférence pour les liens d'affection étroits représentés par la famille, le village, le quartier, la ville, la nation, plutôt que la sympathie abstraite pour l'humanité tout entière. Ou encore un goût immodéré pour la permanence et la tradition et une aversion pour le changement permanent. Une méfiance envers la science centralisée entre les mains d'une élite d'avant-garde, autant le dire un clergé de la science. Le second diagnostic, nommons-le diagnostic post-libéral, qui est celui de mon invité et le mien, est que la modernité libérale s'est détruite de l'intérieur. Elle s'est cannibalisée, notamment en raison de son attachement à une conception faible, peu exigeante de la liberté, conçue de façon négative comme l'absence d'interférence de la part d'autres individus ou d'institutions. Une conception qui est bien résumée par la formule selon laquelle ma liberté ne s'arrête là où commence celle des autres. Cette conception faible et négative de la liberté. Il manquait en effet à la modernité libérale une conception positive de la vie bonne qui l'aurait empêché de dégénérer en une perpétuelle parade révolutionnaire. Pour en parler, je suis très heureux de recevoir le philosophe québécois, qui est maintenant installé d'ailleurs à Ottawa, Étienne Alexandre Beauregard, qui est l'auteur d'un remarquable ouvrage paru en septembre de cette année aux éditions Presse de la Cité et au titre fort à propos. Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur, avec une préface de Mathieu Boccoté. Étienne Alexandre Beauregard, bonjour et bienvenue. Bonjour Renaud, merci pour l'invitation. De rien. Euh, pour commencer, je souhaiterais formuler que vous avez 24 ans et que c'est votre troisième livre, si mes informations sont exactes. Donc vous êtes encore Eh en oui. quelque sorte une sorte de John Stuart Mill canadien par la précocité de votre œuvre. Je précise au passage que Mill occupe une grande place dans votre livre et nous y reviendrons. Ma première question est peut-être d'ailleurs un étonnement face à la maturité de votre livre, et je brûle de vous demander ce qui vous a poussé à écrire un constat aussi juste sur l'effondrement intérieur de la modernité libérale à votre âge. Est-ce peut-être votre expérience en politique dans la province du Québec ou des expériences personnelles qui vous ont conduit à ce diagnostic si juste? Ouais, je pense qu'il y a quand même une bonne partie du livre, et plus encore dans la conclusion, qui porte sur disons, le vécu spécifique de la génération Z, qui est la mienne, par rapport à la crise de la cohésion, à la crise de la modernité. Et je pense que quand on est, ben, comme moi, né en 2000, environ une cinquantaine d'années après le début, disons, de ce mouvement accéléré de déconstruction que je critique longuement dans le livre, on a un vécu différent par rapport à celui-là, parce que je pense que c'était plus facile quand on est, disons, dans la génération qui a décidé de couper le fil de la transmission dans les années 60-70, de pas s'apercevoir de ce qu'on faisait. En fait, d'avoir un peu les deux côtés dans la mesure où on avait hérité d'un certain bagage qui nous venait de très loin avec une éducation plus exigeante, avec une éducation qui, disons, plus ancrée dans la tradition chrétienne également, qu'on n'a pas eu quand on est né en 2000. Et donc, je pense que probablement que ma génération, et c'est pour ça que beaucoup d'ailleurs partagent mon constat, disons, un peu de désillusion face à ce vide libéral-là, se rend compte en fait qu'on est un peu les enfants de la déconstruction. Et en fait, grandir dans un système d'éducation, dans une culture où la seule chose qui nous est proposée, c'est justement de vivre sa liberté jusqu'au fond, de devenir tout ce qu'on peut être, de devenir vraiment soi, mais sans
sans ancrage, sans repère pour savoir justement comment orienter cette liberté-là, je pense que ça mène justement à une certaine désillusion puis à un questionnement par rapport à cette vision-là de la liberté. C'est pour ça que je termine un peu en disant que je pense que ma génération a envie plus que jamais de se poser cette question-là qui était pourtant taboue pour beaucoup de libéraux, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire de ma liberté, qu'est-ce que je peux faire de ma liberté, parce que justement, on est à une époque où ça n'est plus acquis, ça ne va plus de soi, mais pourtant, c'est quand même des questions qu'on a besoin pour vivre une vie qui soit bonne, pour savoir un peu comment s'orienter dans la vie et aussi comment s'orienter dans une communauté. Donc, je crois que le vécu de la génération Z, ben, évidemment, au-delà de mon côté très intello, lecteur, personnel qui a enrichi l'œuvre, je pense que c'est cette bougie d'allumage-là qui part. Et d'ailleurs, je le dis souvent, mais quand je parle aux gens qui ont environ mon âge, d'ailleurs, qu'ils soient intellectuels ou pas, je pense que ce cynisme-là par rapport à une forme de vide libéral est ressenti dans à peu près tous les courants politiques, hein. La seule chose qui est en déclin grave sur le plan politique chez les Z, c'est l'espèce de centre mou qui justement prend tout ça pour acquis. Mais à l'inverse, je pense qu'un point commun chez les Z, d'ailleurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est justement de chercher une forme d'ancrage fort, de chercher une part de sens qu'on leur a en quelque sorte refusé. Euh, Repartons sur votre titre qui comporte le mot civilisation. Dans l'introduction, vous invoquez Norbert Elias pour définir la civilisation comme un processus d'autocontrainte au profit d'une loi commune. Et je me demandais, vous avez un petit peu déjà commencé à aborder la question, mais comment on passe depuis la seconde moitié du XXe siècle à cette anti-civilisation que vous décrivez, qui repose sur une exaltation des pulsions antisociales et une déconstruction des normes. Ouais, ben, en quelque sorte, je pense que l'anticivilisation, disons, c'est l'inverse de la civilisation, c'est-à-dire c'est le moment où on considère que il s'agit davantage d'exprimer nos pulsions, d'exprimer cette liberté parfois désordonnée au Mhm. détriment de la loi commune plutôt que l'inverse. Et effectivement, à partir du moment où on inverse en quelque sorte le paradigme, ben, c'est là que, bon, la lunette qui est la mienne étant celle des idées politiques, on voit apparaître une nouvelle vision de la liberté qui est plus la liberté qui est très compatible avec le devoir, avec la poursuite du bien, mais bien davantage la liberté de ce que Robert Bellah appellerait l'individualisme expressif. Mhm. C'est-à-dire cette idée que chacun a en quelque sorte un moi profond, un moi avec un M majuscule, qui doit en quelque sorte s'affirmer contre les structures qui l'encadrent, que ce soit la famille, la communauté, la nation, et que c'est seulement comme ça qu'on deviendrait en fait authentiquement soi-même, authentiquement libre. Et ça, c'est une vision qui est très, très, très différente justement de la liberté qui la précédait, la liberté qui était issue de la tradition chrétienne, puis même un peu sécularisée par Kant, où on ne conçoit pas la liberté individuelle comme contradictoire avec les sphères dans lesquelles l'individu s'inscrit. Alors que là, on bascule de paradigme en quelque sorte. Et ça a également des conséquences sur la manière dont on perçoit notre identité. Hein, identité, le mot qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, avec justement cette idée-là de l'individualisme expressif, où c'est davantage l'expression d'une forme d'authenticité. Et un peu comme la liberté ne peut s'exprimer pleinement que contre les structures qui nous encadrent, l'authenticité ne peut se manifester que contre la tradition, contre la culture occidentale, celle de la majorité. Et je pense que c'est là qu'on a en fait deux visions euh, qui sont un peu désaxés de ces deux concepts-là que sont la liberté et l'identité, qui font en sorte qu'on est entré un peu dans une société puis dans des idéologies du conflit, dans la mesure où c'est comme seulement comme si on s'affirmait contre ce qui nous entoure, qu'on devenait vraiment soi-même, ce qui est un peu une absurdité et qui explique sans doute pourquoi on a l'impression que nos sociétés sont probablement plus conflictuelles aujourd'hui, parce que c'est la lunette à travers laquelle on décide de se penser désormais. C'est amusant que vous mentionniez Kant, parce que vous avez un grand nombre de coupables idéologiques de cette anti-civilisation. On va y revenir, on va les prendre les uns après les autres, mais vous dédouanez particulièrement Kant. Moi je me rappelle quand même très bien que dans les principes de la paix perpétuelle, Kant disait que le but de la modernité libérale, c'était d'avoir des institutions si parfaites qu'elles pourraient assurer la coexistence pacifique même d'une société de démons. Et je me suis toujours demandé Ouais. si en fait l'histoire de la modernité libérale n'était pas une gageure qui consiste à relever le pari de Kant en disant eh bien nous allons créer une société de démons pour montrer que les institutions tiennent. Et bien sûr, bon, la réponse est qu'elles ne tiennent pas. Je voulais mentionner
un autre coupable idéologique, cette fois-ci, avec lequel vous n'êtes pas tendre dans votre livre. C'est il y a un aspect essentiel dans votre thèse, c'est que selon vous, ce qui s'est passé, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est une excommunication de l'homme ordinaire, du common man, de la trajectoire de la modernité libérale. Et sur ce point, vous avez un développement tout à fait intéressant, donc qui me rappelle les analyses du podcasteur Academic Agent, de son vrai nom Nima Parvini, et de N.S. Lyons, notamment dans un essai intitulé American Strong Gods. Et Academic Agent estime que nous sommes à la fin de ce qu'il appelle le Boomer Truth Regime, le régime de vérité des boomers, né après la Seconde Guerre mondiale, où N.S. Lyons parle de la domination de dieux faibles et que nous serions dans le retour de dieux forts. Et ce régime repose sur un ensemble d'hypothèses normatives qui ont façonné l'Occident pendant des décennies, qui peuvent être résumées par le fait que les passions régressives, conservatrices et enracinées de la classe moyenne seraient à l'origine du totalitarisme, notamment du totalitarisme nazi. Et vous avez un passage tout à fait édifiant dans votre analyse qui fait d'Hannah Arendt une des fondatrices, quelque part, du Boomer Truth Regime ou des dieux faibles de N.S. Lyons. Selon vous, Arendt aurait été dupée par la stratégie de défense d'Eichmann à son procès et aurait joué, en fait, un rôle important dans cette excommunication de l'homme ordinaire, de la qualité de fondement de la modernité libérale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette attaque contre une vache sacrée quand même de la modernité libérale, Hannah Arendt? Ouais, ben, ça m'a vraiment frappé en relisant justement Eichmann à Jérusalem, qui est certainement un de ses livres les plus connus, donc sur le procès d'Adolf Eichmann, qui est justement l'un des architectes de la solution finale, qui donc est amené à Jérusalem pour subir son procès, et choisit de présenter sa défense comme celle de l'homme ordinaire, justement, celui qui ne fait qu'obéir aux ordres, celui qui n'avait pas d'opinion particulière, entre guillemets, sur la solution finale, qui a seulement exécuté ce qu'on lui a demandé, et donc c'est à ce titre-là qu'il demande d'être acquitté, en disant justement parce que ce n'était pas ma volonté, parce que j'étais soumis à une volonté supérieure à la mienne, je ne devrais pas être puni pour les actes que j'ai commis. Et bon, évidemment, l'enjeu avec ça, c'est que c'était faux. C'était Mm. faux. Et c'est pour ça qu'il a été condamné, notamment. D'ailleurs, Joël Chapoutot, l'historien du nazisme, qu'on pourrait pas accuser d'être d'extrême droite ou quoi que ce soit quand on voit surtout sa trajectoire récente, fait quand même un passage super intéressant dans son livre La Révolution culturelle nazie sur Eichmann, en rappelant que c'est quand même quelqu'un qui, quand il était exilé en Amérique du Sud, avait donné plusieurs entrevues où il se revendiquait de ses crimes, avouait qu'il était tout à fait au courant de ce qu'il faisait et qu'il était même très heureux d'avoir fait disparaître 5 millions d'ennemis du Mm. Reich. Donc, à ce moment-là, c'est très difficile de dire effectivement que c'est quelqu'un qui était pas maître de ses actions, qui ne savait pas ce qu'il faisait, alors qu'on avait de la preuve carrément de l'inverse. Après, moi, je peux comprendre l'intérêt que Arendt y a trouvé comme philosophe, c'est-à-dire de dire effectivement, on parle souvent de la morale comme le fait de résister à la tentation, parce que ça repose sur l'hypothèse qu'on vit dans une société qui est globalement vertueuse. Mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe si on est dans une société qui est globalement vicieuse? Est-ce que la transgression ne devient pas vertu? Et Mm. dans le contexte du Troisième Reich, c'est tout à fait factuel. Mais l'erreur, en fait, qu'on a fait, puis est-ce que c'est l'erreur d'Arendt ou c'est l'erreur de ceux qui l'ont extrapolé après? C'est pour ça que autant j'en suis critique, autant je veux pas trop jeter la pierre injustement, mais on peut quand même se poser la question, est-ce que on avait raison de télescoper ça à l'ensemble de l'Occident? Puis évidemment que non, parce que quand on regarde le totalitarisme en général, mais le totalitarisme nazi notamment, c'est bien davantage des régimes élitaires que populaires, parce qu'on s'entend que c'est tout de même des totalitarismes. Je veux dire, Hitler a aboli la démocratie, là. Donc, on peut pas dire vraiment que c'était la dictature de la majorité non plus. C'était la dictature d'une minorité, d'un parti, au même titre que le communisme était la dictature d'un parti. Et donc, c'est là que ça devient un peu fallacieux quand on veut blâmer l'ensemble des sociétés occidentales pour quelque chose qui est assez circonscrit et qui est le fait d'une dictature et non d'une démocratie. Et là où, par contre, on peut être beaucoup plus catégorique dans la condamnation, c'est quand on regarde le courant dit freudo-marxiste. Mm. Et puis là, par exemple, des penseurs comme Wilhelm Reich, dans sa pensée psychologie de masse du fascisme, où il va dire directement que la famille conservatrice normale est grosso modo le berceau de l'autoritarisme d'État parce que c'est ce qui forme justement des citoyens qui refusent la révolution. Puis à ce moment-là, moi, en fait, j'y vois un peu l'inverse
de l'anthropologie d'Edmund Burke, où il dit justement qu'une société ordonnée, ça commence par ces little platoons, ces petites Mhm. unités dans lesquelles on apprend la responsabilité, justement. Puis j'ai l'impression que, en fait, plutôt que de critiquer une pensée autoritaire, ça nous dévoile beaucoup sur la pensée révolutionnaire et son aversion, justement, pour ces structures-là qui nous donnent du sens, qui nous permettent de vivre dans une société qui est épanouie puis qui ne nécessite pas une grande révolution. Donc, c'est clair que moi, je pense que beaucoup du tort qu'on vit en ce moment dans notre conception de la démocratie vient de cette idée selon laquelle de donner en fait le pouvoir au peuple, de faire en sorte que la démocratie remplisse son mandat, de représenter les valeurs des gens qui votent, ce soit en quelque sorte une fenêtre vers le totalitarisme. Ça, c'est une idée qui est vraiment dangereuse parce elle donne place à beaucoup plus d'excès qu'elle n'en empêche. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant que vous mentionniez Wilhelm Reich, parce que en fait, les travaux de Wilhelm Reich sur la famille étaient financés par les services de renseignement américains. Et ensuite, ça a donné lieu à une continuité avec les études de Theodor Adorno, aussi financées par le Oui, bien sûr. gouvernement américain, sur la personnalité autoritaire et la fameuse échelle F, et F pour fascisme. Euh, et, euh, creusons un peu plus sur une autre vache sacrée de l'anticivilisation, ou en tout cas de la reformulation de la civilisation libérale, qui est Karl Popper. Euh, Auteur de l'ouvrage extrêmement influent La société ouverte et ses ennemis, qui a d'ailleurs inspiré à George Soros le nom de sa fondation, l'Open Society Foundation, et le principe de son action. Selon vous, Popper reformulait de fond en comble la proposition de la modernité libérale, telle que, encore une fois, elle avait été formulée par Kant, Locke ou encore Rousseau. Je voulais savoir en quoi penser que la société ouverte se distingue précisément de la formulation fondatrice de la modernité libérale, et quel rôle elle a joué dans cette sortie de la respectabilité du common man dans ce grand récit. Pour finir sur les principaux vilains de votre récit, peut-être que vous pouvez ajouter quelques mots sur la filiation entre John Stuart Mill, déjà mentionné, et la société ouverte de Karl Popper. Peut-être commencer par là d'ailleurs. Oui, mais en fait, c'est la bonne question parce que c'est à peu près le même diagnostic qu'ils vont poser à quelques siècles de différence. À la différence que Mill était très marginal dans sa famille de pensée à l'époque, puis que ses idées ont seulement percolé un peu plus tard. Euh, mais en fait, c'est cette idée que la démocratie, à la base, avec les révolutions atlantiques, a été fondée sur cette idée que on pouvait pas se contenter du règne d'un souverain Mhm. sur le peuple. En fait, que le peuple avait son mot à dire, puis que la démocratie, justement, c'était cette idée d'un peuple qui est capable de se gouverner par et pour lui-même. Et donc, que la figure de la tyrannie, c'était l'idée d'une personne ou d'une petite caste qui gouvernait l'ensemble. Et en fait, sous le coup du traumatisme totalitaire, Popper en vient au constat qui était déjà celui de Mill, de dire dans une démocratie, en fait, ce n'est plus le souverain qui n'existe plus, ou une petite élite qui en fait menace l'ensemble, mais c'est plutôt l'ensemble qui menace l'individu, qui menace les différentes figures de la minorité. Et donc, si on doit reformuler la proposition démocratique pour notre temps, ça doit être davantage de permettre, et ça c'est le mot de Popper, de permettre à chaque homme de vivre sa vie comme il l'entend, Mhm. un peu à l'abri de la société démocratique, à l'abri des décisions de l'ensemble. Et là, on voit qu'il y a vraiment un changement d'échelle, en fait. Si on peut dire, le point commun de ces deux visions de la démocratie, c'est d'avoir une certaine aversion pour ce que l'on définit comme la tyrannie, mais on s'entend que la tyrannie change complètement de visage. Et en fait, est-ce qu'on est encore en démocratie si on conçoit que le peuple est tyran? Personnellement, je ne pense pas. Mhm. Mais donc, c'est un peu ce basculement-là qui s'opère. Et donc, l'idée de la société ouverte, c'est justement, c'est un projet qui est à l'inverse de la forme de civilisation comme on la décrit, dans la mesure où, puisqu'on veut permettre à chacun de vivre sa vie comme on l'entend, comme il l'entend, c'est un peu l'inverse de l'idée qu'on doit se soumettre d'une certaine mesure à une loi commune. Et donc, je pense que c'est là qu'il y a un certain conflit et que, justement, cette société ouverte qui est celle de Popper, c'est pas une société qui existe, mais plutôt une société qui est toujours à construire et Mhm. qui se fait, en fait, systématiquement par la déconstruction des affects qu'ils jugent tribaux des peuples, qu'ils soient culturels, religieux, peut-être même familiaux.
Oui, et en même temps, il y a quand même chez Popper précisément cette espèce de définition de cette forme de liberté négative que vous appelez dans un des chapitres de votre ouvrage. Le chapitre s'appelle La dérive antisociale de la liberté, qui est une conception, l'adoption d'une conception purement négative de la liberté. D'ailleurs, Academic Agent prenait comme symbole de cette définition de la liberté négative la fameuse chanson de John Lennon, God. I don't believe in Ouais, magic. I just believe in me, Yoko and me. Et donc cette adoption d'une liberté négative de la liberté qui viendrait précisément, quelque part, à invalider le processus civilisationnel tel que vous l'avez décrit, qui était défini par Norbert Elias. Et à tel point d'ailleurs et vous allez préciser là-dessus, on est peut-être en train d'assister à une telle cannibalisation de la liberté que cette liberté négative, elle en est presque à la limite de justifier la violence politique telle qu'on l'a vu avec l'épisode de l'assassinat de Charlie Kirk et notamment avec les réactions principe particulièrement dans les médias ouais. face à cet assassinat. Donc peut-être que vous pouvez développer un petit peu sur cette conception négative de la liberté et nous expliquer comment précisément ce sont les jeunes générations qui paient le prix fort. Vous avez déjà abordé un petit peu tout à l'heure l'aspect générationnel, mais vous le citez, vous le faites dans votre ouvrage en citant un ouvrage absolument essentiel à mon avis, qui est le livre aussi de Louis Perry, The Case Against the Sexual Revolution. Ouais. Déjà, le terme de liberté négative, c'est pas un usage polémique que j'en fais. Moi, je prends la définition en fait de Isaiah Mhm. Berlin, qui est lui-même un défenseur de la liberté négative. Parce que Mhm. pour lui, il dit la liberté, c'est seulement l'absence de contrainte. Mhm. Donc, à partir du moment où il y a personne qui me dit quoi faire, peu importe les choix que je fais, ils sont forcément au moins libres et justifiés par le fait même, puisqu'il existe un peu rien au-dessus de ça. Puis c'est là, en fait, qu'on voit, ben, en fait, on comprend instinctivement comment ça peut rapidement devenir problématique. Et l'enjeu que peut-être ceux qui ont amené cette vision-là de la liberté ne concevaient pas, parce ils avaient encore les deux pieds dans cette tradition qu'ils voulaient quitter, c'est que souvent, en fait, les normes sont là pour protéger les plus faibles. Les normes existent pour une raison et si on les déconstruit, ben, il faut se préparer pour justement un peu les rapports de force que ça va déclencher. Et c'est là que quelqu'un comme Louise Perry est très intéressante. C'est ce qu'elle fait vraiment valoir dans son livre justement sur la révolution sexuelle en disant est-ce qu'on s'est vraiment rendu compte à quel point souvent les structures familiales, matrimoniales, etc., constituent une protection pour les femmes et que en les abolissant, souvent au nom du féminisme par ailleurs, on a ouvert la porte à la société du MeToo. Et c'est pour ça que moi, des fois, je me pose un peu des questions sur cette droite qui souhaitait absolument défendre des gens comme Harvey Weinstein. Moi, en tout cas, c'est pas la mienne. Mhm. Et je pense qu'au contraire, sur certaines choses, il peut y avoir des convergences parfois utiles entre les féministes et les conservateurs. Et donc, c'est cette idée plus générale, justement, que quand on abolit certaines normes, quand on abolit certains contrôles, certaines formes d'autorestriction, en fait, il y en a qui vont en payer le prix. Parce que la plupart du temps, ces règles-là existent pour brider les pulsions de certains Mhm. contre certains autres. Bon, MeToo, c'est un exemple facile où les pulsions sont très, très littérales. Mais un autre exemple, c'est Rob Anderson, que vous connaissez sans doute dans son livre Troubled, Bien sûr. où il parle de l'institution familiale, parce que lui a grandi dans des familles d'accueil successives. Et bon, écoute, a quand même eu un beau parcours professionnel, diplômé d'une Ivy League et tout. Mais le passage le plus touchant de son livre, à mon Mhm. avis, c'est quand il est à sa cérémonie de graduation. Puis lui, donc, dans une université où la plupart des gens venaient de familles intactes et souvent se rendaient pas compte du privilège qu'ils avaient. Lui, ça l'a beaucoup choqué. Justement, c'est de là qu'il tire un peu son concept de croyance de luxe en Oui. disant c'est facile de cracher sur la famille quand on a une famille intacte. Et il y a ce passage qui, moi, m'a fendu le cœur où il dit, grosso modo, je suis justement avec mes derniers parents d'accueil à cette cérémonie-là. Je vois les autres avec leurs parents biologiques. Et je me dis, si seulement j'avais eu la chance de vivre avec ma vraie famille, j'aurais échangé tous les avantages Mhm. économiques, scolaires que j'ai eus en 2 secondes, juste pour revenir parmi les miens, en fait. Puis ça, on peut pas être insensible à ça, en fait. On peut pas croire que, justement, ces attachements-là et ces filets de sécurité-là, sociétaux, ne sont pas importants quand on voit, justement, toute la souffrance que ça entraîne de ne pas les avoir.
Oui, et d'ailleurs, vous avez là-dessus, en même temps, j'aime beaucoup cette idée effectivement de croyance de luxe. C'est tout à fait juste. Et on l'a très très bien vu à l'œuvre avec le programme de Mamdani oui, et l'électorat d'ailleurs de Mamdani à New York. Où on voit très très bien que ce sont des croyances de luxe, notamment histoire d'idées de supermarchés qui seraient détenus publiquement. Ce fait on peut s'endetter, mais absolument sans aucune limite, Mhm. gâcher les générations futures. Donc tout ça sont vraiment des croyances de luxe et je trouve que l'idée était tout à fait juste. Mais même vous avez une formule qui est tout à fait exceptionnelle pour qualifier cette liberté négative. Vous dites que c'est une conception selon laquelle on peut presque plus vigoureusement défendre la liberté de faire le mal que celle de faire le bien. Et je trouvais ça tout à fait intéressant comme définition de la liberté négative. Mais passons à l'étape suivante qui est, et vous en avez déjà parlé, qui est celle de la déconstruction. Et selon vous, donc, cette conception pauvre de la liberté négative, en plus de fonder donc, la neutralité axiologique de l'État, qui fait que l'autorité publique ne peut encourager ni même tolérer aucune conception substantielle de la vie bonne venant du corps social, nourrit aussi une contre-culture, pour le moins problématique. Alors, encore une fois, une contre-culture d'enfants gâtés, des croyances de luxe. Il y a un mot qui revient très souvent dans votre ouvrage, c'est celui d'excentricité. Auquel vous lui associez d'ailleurs aussi un autre mot qui est celui d'auto-expansion, qui est tout à fait intéressant, bien choisi. Et donc, selon vous, cette conception très pauvre de la liberté, elle nourrit une quête d'authenticité, quelque part, qui rappelle un petit peu ce que Paul Kingsnorth appelait la culture de l'inversion, selon laquelle nous définissons parce que nous ne sommes pas, et ce que nous ne sommes pas, et tout ce que nous étions. Et je trouve la formule tout à fait bonne. Mais dans cette quête de l'authenticité, ce que vous avez mentionné, c'est qu'elle elle contribue à la destruction d'une distinction absolument fondamentale de la civilisation libérale, qui est celle de la distinction entre le public et le privé. Et j'en avais d'ailleurs déjà parlé il y a quelques semaines avec Nathan Pinkowski, pour lequel c'est vraiment la chose essentielle dans la civilisation libérale. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'importance de cette question de l'authenticité dans votre récit? Oui, bien sûr. En fait, je pense que, disons, le principal produit culturel des années 60-70, c'est ce qu'on en est venu effectivement à appeler la contre-culture. Puis là-dessus, il y a un livre vraiment formidable qui d'ailleurs a été écrit par deux auteurs canadiens qui s'appelle Révolte consommée Mhm. par Joseph Heath et Andrew Potter, que moi m'a beaucoup inspiré là-dedans. Et puis grosso modo, ils disent qu'en fait, la contre-culture, justement, c'est un peu l'équivalent culturel de la liberté négative dans la mesure où c'est d'abord et avant tout l'opposition à ce qui est établi, l'opposition à ce que l'on conçoit comme la tradition. Et ben, de manière contemporaine, ça se conçoit puis ça se mesure par toute le prestige qu'on prête au fait d'être à contre-courant. Puis souvent, d'ailleurs, c'est des gens qui sont pas vraiment à contre-courant qui le sont, parce que quand l'inversion est devenue au sommet de la culture, on est un peu justement dans ce phénomène un peu inversé où les dissidents sont devenus décideurs. Mon ami Pierre Valentin dirait que ce sont des dissideurs, une petite fusion des deux Des mots. Mais décideurs, je pense que ça en absolument. dit long, dans la mesure où, d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le combat idéologique aujourd'hui, autant la gauche que la droite aiment beaucoup dire qu'ils sont contre-hégémoniques, parce que c'est ce qui est culturellement valorisé aujourd'hui, cette idée justement d'être en opposition contre l'ordre dominant. Et puis, je pense que c'est tellement profond dans notre culture aujourd'hui que c'est presque devenu un mauvais mot de dire qu'on défend un peu les structures héritées, défend ce qui est là, puis ce qui... personne ne veut être du côté du dominant, en fait. Et dans les faits, ça engendre aussi une vision qui est faussée de l'authenticité. On en parlait un peu tout à l'heure, Mhm. mais en fait, c'est que c'est une liberté qui va à sens unique. Moi, la question que je me pose souvent quand je regarde ces défenses de la liberté, je me demande, est-ce que je peux librement choisir la tradition? La plupart du temps, c'est non. La réponse est non. Même si on nous vend la liberté, on nous explique aussi que si, par exemple, on fait le choix de mode de vie dit traditionnel, si on fait le choix de la nation, en fait, on n'est pas réellement libre, on est aliéné. Et Mhm. donc, la véritable liberté n'est que dans l'option progressiste. Et encore une fois, on change un peu le mot de sens parce que dans la liberté, il y a quand même aussi la liberté de choisir. Mais si on n'a plus cette liberté-là, ben alors ça veut dire que c'est quelque chose d'assez friable et en fait juste une forme d'argumentaire pour en fait défendre une vision
peut-être pas substantielle du bien, mais en tout cas une vision cohérente qui est opposée à ce que l'on conçoit comme étant la tradition occidentale. Et donc, sur la question du public et du privé, c'est effectivement fascinant parce que dans notre conception aujourd'hui de l'authenticité, donc, qui est élevée très haut dans l'échelle des valeurs de notre culture, c'est justement cette idée qu'on aurait tous un moi intérieur qui demanderait de s'exprimer publiquement et donc qui ne tolérerait absolument aucune contradiction Mm. entre nos instincts ou nos désirs privés et leur expression publique. Mm. Mais pourtant, ça aussi, c'est une idée qui va tout à fait contre, en fait, l'idée même d'avoir des normes sociales, l'idée même que on doit avoir une forme d'hypocrisie, entre guillemets, pour entrer dans la sphère publique. C'est-à-dire que c'est très bien si je débat avec quelqu'un, que je me retienne de dire tout ce que je pense de lui et de sa position pour avoir un dialogue qui est constructif. D'ailleurs, c'est Olivier Babot qui a écrit un super livre qui s'appelle L'éloge de l'hypocrisie, un Mm. titre qui est un peu provocateur, mais qui en dit long quand même, de dire que c'est vraiment un trait culturel des contemporains que de voir cette idée de soumettre ses pulsions à quelque chose comme euh, le fait de porter un masque, d'avancer masqué, Mm. qu'il y aurait absolument toujours à y avoir une adéquation parfaite entre ce qui se cache dans notre cœur et ce qu'on agit publiquement. La plupart des passeurs du passé nous auraient dit au contraire que c'est très dangereux d'agir ainsi et qu'il faut justement avoir cette médiation et qu'il y a certaines choses qu'on peut faire chez soi mais qu'on ne pourrait pas faire dans la rue et que c'est très très bien en fait. Mais aujourd'hui, on dirait justement qu'une vision un peu totalisante de l'authenticité nous empêche d'avoir ce discernement qui pourtant est fondamental et c'est pour ça ça pose quand même la question sur un élément qui est fondamental des sociétés libérales, qui est justement cette distinction entre le public et le privé. Et donc, oui, c'est aussi la distinction de ne pas se faire imposer certaines choses dans le privé, mais pour que cette chose soit possible, ça veut dire qu'il faut agir différemment dans notre public, Mm. parce qu'on ne peut pas utiliser justement ce qu'on souhaiterait faire chez soi dans le privé au nom de la liberté d'avoir la sphère privée pour ensuite l'imposer dans la sphère publique sans débat. Parce que la sphère publique, de fait, c'est la sphère où le débat démocratique prend place et où certaines choses doivent être discutées avec les autres citoyens. Autrement, justement, la distinction n'a plus de sens. Oui, vous mentionniez la possibilité de sortir un peu de cette injonction, en fait, de cette conception de la liberté négative. Et me suis toujours demandé ce qui arriverait si une communauté donnée, mettons une utopie, une paroisse catholique, décidait tout d'un coup de vivre comme les Amish avec au cœur de leur mode de vie le second commandement de Jésus-Christ, aime ton prochain comme toi-même, en le transformant en un impératif économique. Je pense que c'est absolument impossible. Ce serait frappé d'illégalité. Donc c'est tout à fait intéressant ce que vous dites là. Euh, mais continuons dans votre ouvrage, reprenons, là on va rencontrer un autre vilain de votre récit, Et ça, mon eux. un autre promoteur théorique de l'anticivilisation, et c'est dans un chapitre tout à fait intéressant. Là on rentre vraiment dans le domaine, dans le sujet du wokisme. Vous avez un chapitre intitulé Peut-on encore être de gauche, et dans ce chapitre vous abordez le thème du wokisme à partir de l'œuvre de Herbert Marcuse, qui est là encore une fois un des grands coupables théoriques. Vous abordez d'ailleurs dans le même chapitre un petit peu Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. Et je me demandais en quoi Marcuse est si important dans votre récit, dans l'évolution du gauchisme, dans sa rupture avec les classes populaires et dans ce que vous appelez, alors c'est très justement, vous avez vraiment l'art de la formule, la transformation de la gauche en un complot sans conspirateur. Ben, c'était là que, en fait, l'essai fait un peu le pont entre la philosophie politique et la sociologie électorale. Parce que l'essai de Marcus, justement, L'homme unidimensionnel, reflète bien un basculement très profond qui s'est passé, en fait, dans les sociétés occidentales au tournant des années 70, c'est-à-dire, en fait, le parachèvement de l'État-providence. Et à partir du moment où on a une classe moyenne forte, qui a un niveau de vie qui est pratiquement sans précédent à l'échelle humaine à ce niveau massif-là, ben, forcément que la structure de classe et la structure politique occidentale va changer en conséquence. Et bon, Marcuse, donc, qui était un marxiste qui venait de la gauche, regarde ça avec désarroi dans l'homme unidimensionnel. Il se dit, mince, alors que les classes populaires sont en bonne partie devenues des classes moyennes, qu'elles sont devenues Mm. conservatrices, qu'est-ce qui va arriver à la Révolution? Et donc, la prémisse entière de son livre, c'est comment sauver la pensée critique à l'ère de l'embourgeoisement, Mm. entre guillemets. On voit qu'il y aurait eu l'option, par ailleurs,
à partir du même point de départ, de se réjouir de cet enrichissement-là d'une partie substantielle du corps social. Ce n'est pas ce qu'ils choisissent de faire. Ils préfèrent la pensée critique à, à la condition matérielle des classes populaires. Et ça, pour moi, ça en dit très, très long. Et ça acte en fait un peu le début du passage de la gauche du parti du prolétariat au parti de ce qu'on peut appeler la classe managériale, l'élite cognitive, etc. Et donc, Marcuse part de ce point-là en disant, puisqu'il faut sauver la pensée critique, comment peut-on redéployer une coalition de gauche? Son constat, c'est de dire, bon, il va falloir se transporter un peu à l'échelle sociétale pour voir ceux qui constituent encore aujourd'hui, entre guillemets, la contradiction vivante de l'ordre social. Et donc, il jette son dévolu sur les Noirs américains, sur tout ce qu'il identifie à la figure de la minorité. Et donc, se dit, on va pouvoir faire une espèce de front commun hétéroclite, une forme d'unité négative contre la figure de l'Occident, contre la figure de la tradition. Et notons d'ailleurs que c'est aussi quelqu'un qui désespérait de voir émerger une bourgeoisie noire parce qu'il disait, ah mince encore, Oui. mes classes providentielles qui me quittent. Donc, on voit qu'il y a aussi un rapport très, très instrumental à la figure de la minorité dans ce projet-là, qui est au final quand même un projet révolutionnaire. Et ça en dit très, très long. Et évidemment, Mouffe et Laclos s'inscrivent tout à fait dans la même idée quand ils vont défendre dans leur livre Hégémonie et stratégie socialiste Mm. cette idée d'une chaîne d'équivalence, entre guillemets, entre des groupes qui n'auraient pas grand-chose en commun, sinon leur opposition à une norme commune. Donc, on voit que c'est devenu, en fait, le berceau de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la stratégie intersectionnelle, Mm. qui est d'ailleurs employée aujourd'hui, qui est un espèce de fer de lance de ce qu'on appelle couramment le wokisme. Donc, c'est sûr qu'on a un basculement très, très important qui est arrivé à ce moment-là. Et donc, c'est ça qui amène un peu la question, peut-on encore être de gauche? C'est quelque chose que je dis évidemment avec un petit sourire en coin, mais que j'emprunte à Laurent Bouvin. Laurent Bouvin, donc, qui est de cette gauche républicaine qui a un peu quitté la gauche au fur et à mesure qu'elle amorçait ce virage-là. Et dans La cause du peuple, qui est un livre qui voyait vraiment beaucoup de choses d'avance paru en 2012, il disait, si pour moi, être de gauche, c'est défendre le peuple au sens le peuple économique, prolétaire, aussi le peuple culturel et le peuple comme loi de la majorité en République, eh bien, qu'est-ce qui se produit à partir du moment où la gauche cesse de défendre cela? Est-ce que je suis le peuple au risque de devenir de droite ou est-ce que je suis la gauche au risque de quitter le peuple? Et donc, c'est dire que nos catégories ont tellement évolué en 50 ans qu'on peut se demander même si elles ont encore un sens. Oui, je me suis toujours demandé d'ailleurs si en fait le Mouffe et Laclos ont créé une sorte de peuple abstrait dans lequel on peut faire entrer n'importe quoi. C'est une sorte de peuple introuvable, en fait, le peuple chez Chantal Mouffe et Ernesto Laclos. Et peut-être que vous pouvez creuser un peu plus sur cette idée de complot sans conspirateur. Parce qu'en fait, vous avez derrière le wokisme cette espèce d'étrange quand même idée que on serait devant un complot de, en gros, des oppresseurs, des dominants, et ce qui est d'ailleurs tout à fait intéressant parce que ils sont eux-mêmes obsédés de lutter contre les théories du complot. On se fait taxer en permanence de théories du complot lorsqu'on précisément on critique un petit peu cette espèce de conception de la liberté négative et toutes les manifestations du gauchisme contemporain, voire de ce qu'on a appelé d'extrême centre. Donc, quelque chose de tout à fait paradoxal dans cette. Oui, oui, vraiment. Puis d'ailleurs, sur la question du complot sans conspirateur, c'est un peu l'idée justement que, grosso modo, la logique marxiste pour voir le monde a été Mm, ensuite adaptée à toutes sortes de choses. mm, C'est cette idée justement qu'on a, grosso modo, deux classes, une bonne et une mauvaise. mm. La mauvaise qui opprimerait la bonne dans une forme de système d'oppression large qui se manifesterait d'à peu près toutes les manières dans la société. C'est quelque chose qu'on a appliqué ensuite aux relations hommes-femmes, aux relations interethniques, d'une certaine manière. Puis je me sers de cet exemple pour en montrer l'absurdité, mais l'animalisme en est une nouvelle Mm. manifestation. On peut trouver des tonnes d'animalistes qui font simplement reproduire le même schéma, mais qu'au lieu d'appeler ça le racisme systémique ou le patriarcat, ça devient le carnisme ou le spécisme. Et c'est une espèce de régime qu'on peut reproduire à l'infini. Et d'ailleurs, sur la question du complot, je trouve assez intéressant justement la réaction de plusieurs personnes de cette gauche
face à l'opposition qui venait de droite par rapport au COVID, notamment. Mmh. Quand on regarde Naomi Klein, dans son livre Doppelganger, elle dit, en fait, ces gens-là ont fait l'erreur de croire que c'est un complot qui était mené par des vraies personnes, alors qu'en fait, c'était un complot mené par le capitalisme, la structure abstraite. Puis en fait, bon, moi, la contestation du COVID, c'était pas mon cheval de bataille principal. Mmh. Je regardais ça avec une certaine indifférence, mais quand je regarde ça, je me dis, mon Dieu, on est encore plus loin dans l'absurde, dans la mesure où cette idée même qu'il y aurait ça c'est Giorgio Agamben, Mmh. penseur de gauche italien, qui dit un peu la même chose. Il dit, il y a certaines conspirations qui sont simplement objectives, sans qu'on puisse trouver quelqu'un derrière, mais c'est quand même, c'est comme si les faits conspiraient toujours un peu contre les mêmes. Puis c'est là qu'on voit qu'il y a un peu une lecture, sans dire paranoïaque du réel, mais qui se conforme pas aux faits. Puis que, en fait, de reproduire ce schéma-là à l'infini, ben, c'est certainement une posture idéologique, mais est-ce que c'est toujours fondé sur le vrai? Non, puis ça en dit long sur, en fait, la structure profonde de la gauche contemporaine. Sur le Covid, quand même, il y a ce problème que, effectivement, je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. De même qu'on n'avait pas besoin d'attribuer à Bill Gates des volontés d'introduire les vaccins dans le cadre d'un agenda des populations mondiales. En revanche, je pense que c'est quelques tentatives d'aborder le Covid sous un angle conspirationniste, on nuit à la véritable leçon du Covid, c'est que c'était quand même un épisode tyrannique. La réponse à cette maladie n'aurait jamais dû être aussi draconienne. Et à tel point d'ailleurs qu'on voit maintenant le gouvernement britannique se ridiculiser avec ce rapport de la commission sur les confinements en disant non, il n'y avait absolument aucun problème avec les confinements. Le problème, c'est qu'on n'a pas confiné de façon suffisamment stricte. De la même façon, il y avait sur les vaccins quand même cette idée que c'était une technique complètement expérimentale qui était imposée à grand renfort de contraintes avec des innovations, des nouveautés en matière de biopolitique qui méritait à tout le moins un débat démocratique. Or, c'est en cela que le Covid a été quelque chose d'assez premier pour un grand nombre de personnes, avec des conséquences extrêmement négatives. Hein. C'est perte de confiance, une perpétuation de la perte de confiance dans les gouvernants, mais aussi perte de confiance dans la communauté scientifique, perte de confiance dans toute l'institution de la médecine. Donc les effets sont dramatiques, avec en plus quand même d'énormes problèmes de dette causés par la politique d'arrêter l'activité économique pendant. Donc c'est ça qui a été important dans le Covid. Mais pour demeurer sur quand même les forces agissantes, il y a quand même quelque chose. Enfin, je pense par exemple à l'œuvre de Paul Kingsnorth sur la machine. Et il y a un mot qui est bizarrement absent de votre livre, à part dans votre conclusion, qui est le mot technologie. Euh, c'est bizarre, on voit assez peu se profiler le mot technologie. Or, King's North, et là, c'est pas du tout un raisonnement, conspirateur de théorie du complot. Il dit que nous souffrons d'un mal. La modernité libérale introduit un mal dans la société. Il fait un peu le même constat que nous à propos de la modernité libérale. Nous sommes dans la phase terminale de la modernité libérale, mais il lui faut un mot plus fort pour caractériser le mal que vous nommez anti-civilisation, et lui, il le nomme la machine, et en expliquant que ça procède du principe que la technologie n'est pas neutre, parce qu'elle est liée à un complexe de pouvoir, de richesse et d'idéologie, et de technologies concrètes qui ont émergé pour faire advenir cette machine. Or, selon Kingsnorth, ça procède, même cette machine posséderait un télos, une théologie, une vie autonome qui est caractérisée par des techno-enthousiastes comme Kevin Kelly, par exemple, comme lorsqu'il parle du technium.
Dans un article saisissant sur l'AI, Kingsnorth va même plus loin. Il mentionne même des propos bizarres d'investisseurs de la tech, notamment dans l'intelligence artificielle, selon lequel ils veulent créer une sorte d'existence humaine, qui rappelle un petit peu d'ailleurs le formidable roman de C.S. Lewis, cette hideuse puissance qui est une vraie métaphore de l'AI. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette absence apparente de la technologie dans votre... Ouais, ben d'abord, je vais commencer en disant que Against the Machine est sur ma table de Ah, lecture en ce moment, mais formidable. que je ne l'ai pas commencé. Donc, je peux pas me positionner sur le contenu du livre, mais tout le monde m'en a tellement parlé en bien que je savais qu'il fallait que je le lise. Hmm. Mais après, sur la question de la technologie, je pense que la question de la technique en général, c'est une vraie question pour le conservatisme en général, de savoir, OK, c'est quoi notre relation par rapport à ça. C'est sûr, il y en a qui sont plus techno-enthousiastes, puis en fait, les plus techno-enthousiastes, là, les gens de la Silicon Valley, etc., pour moi, ne conservent pas grand-chose. Souvent, c'est beaucoup plus des libertariens que des conservateurs. Donc, moi, c'est certainement pas ma branche à droite. Hmm. Après, la question que je me pose souvent, puis ça, je pense que c'est moins facile qu'on y pense de répondre, c'est de dire qu'est-ce qui précède quoi. Souvent, j'ai l'impression que la technologie en fait, descend de la culture. Je vais donner un exemple justement dont je parle dans la conclusion, qui pour moi est assez révélateur. C'est une application québécoise qui s'appelle Partage Club. J'ai vu Mhm. ça dans une émission où on exposait des nouvelles entreprises. Et donc, cette idée qu'on va vous vendre un abonnement sur votre téléphone pour pouvoir emprunter des choses à des voisins qui, eux aussi, auraient payé leur abonnement. Mais ça, je ne sais pas si c'est la technologie qui engendre la culture ou la culture qui engendre la technologie, dans la mesure où, il y a 50 ans, supposons que des téléphones intelligents Mhm. avaient existé, je crois que nos ancêtres ou nos grands-parents, tout simplement, auraient regardé ça et auraient dit, ouais, OK, mais pourquoi est-ce que j'irais payer pour emprunter des choses à mon Tout à fait. voisin, avec qui, de toute façon, je soupe 2 fois par semaine, que je connais très bien, avec qui je joue au bowling, au baseball, etc. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, je choisis de ne pas en faire une cause motrice. Peut-être que j'ai tort, mais je pense que souvent la culture va être préalable à ça et que Mhm. d'une certaine manière, les technologies qu'on voit émerger aujourd'hui vont parfois accélérer certains phénomènes, mais vont quand même être le produit de tendances culturelles précédentes. Parce que si on a eu l'idée d'inventer certaines choses, il fallait que ça réponde à un besoin, comment dire, qui existait déjà dans la société réelle. Fait que c'est pour ça que des fois, je me demande si on n'inverse pas d'une certaine manière quand, puis c'est des travaux de grande qualité, tu sais, quand des gens comme Gene Twenge ou Jonathan Mhm. Haidt parlent des impacts des téléphones chez les jeunes, moi je crois qu'ils ont 100% raison, mais souvent on peut tomber un peu dans le piège de dire ah ben, c'est seulement la faute des téléphones. Tu sais. Ça, j'embarque moins parce que j'ai l'impression qu'il y a des phénomènes culturels un peu sous-jacents à ça. Mhm. Passons maintenant peut-être du diagnostic. Nous sommes dans un moment d'anticivilisation à celui que vous proposez aux solutions, à l'alternative à cette anticivilisation. À cet égard, vous avouez avoir un certain nombre de doutes sur le populisme. Vous lui reconnaissez des vices et des vertus, que vous accusez particulièrement quand même, et je trouve ça tout à fait intéressant. Je partage assez votre avis sur ce sujet, en tout cas sur pas mal de sujets, de sombrer dans une forme de parade révolutionnaire qui mimerait les forces que les populistes s'efforcent de contrer, et notamment le wokisme. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, peut-être au travers de la figure de Steve Bannon, par exemple. Ouais, ben c'est ça. Donc pour moi, effectivement, le populisme a des vices comme il a des vertus. On peut commencer par les vertus si on veut être charitable, parce Mm. que je pense qu'il en a. C'est, on s'entend que si on regarde dans une lunette partisane, c'est indubitable que les partis populistes, entre guillemets, ont été les premiers à repérer justement le changement de démographie de la coalition de droite, ce que souvent les partis institutionnels avaient été incapables de faire. Parce que souvent, ces partis-là, disons, le centre-droit, étaient encore dans une matrice un peu guerre froide, où c'était, bon, la lutte contre le communisme, c'était un peu l'agenda patronal, économique, etc. Mais on réalisait pas que la coalition de droite devenait de plus en plus populaire, de plus en plus motivée par les questions qui dépassent de loin la seule sphère économique, qui touchent aussi aux questions identitaires, culturelles, les questions des appartenances qui sont fondamentales pour les individus, et que le conservatisme aujourd'hui devient vraiment une demande de protection en quelque sorte des classes populaires. Et ça, je pense que souvent, disons, la droite plus libérale, la droite plus institutionnelle, a été assez mauvaise à le repérer, du moins avant qu'elle Mm. soit concurrencée souvent sévèrement par des partis populistes qui, eux,
ont bien vu qu'il y avait une demande qui était pas rencontrée avec une offre dans la sphère politique et qui s'en sont servis. Néanmoins, la question, c'est de dire, quand on reconnaît qu'on est dans une contre-culture, c'est un peu ce dont on discute depuis tout Mhm. à l'heure, est-ce que la réponse à cela, c'est d'avoir une autre contre-culture, une contre-contre-culture qui serait de droite plutôt que de gauche? Ou est-ce qu'on est sérieux et qu'on veut rétablir une forme de culture Mhm. tout court, une proposition positive? Puis à ce moment-là, c'est là que souvent, comment dire, le populisme est un peu à court, dans la mesure où la posture souvent qui va être celle de critique des élites, et Dieu sait que nos élites méritent souvent d'être critiquées, mais est-ce que l'attitude par rapport aux institutions, par exemple, ça doit être de dire que les médias, l'université, les gouvernements devraient être rasés à zéro, ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt chercher l'émergence d'une contre-élite qui soit capable d'évoluer dans ces institutions-là pour, en fait, réorienter vers une forme de culture? C'est là que je trouve que, malheureusement, la proposition populiste est assez faible Mhm. et qui reste encore un espace à occuper pour avoir un conservatisme qui soit axé sur, d'abord, l'exercice du gouvernement de manière ordonnée, responsable, pour justement ramener nos institutions dans la direction de la culture plutôt que de la contre-culture. Mais aussi, ça doit venir avec une proposition qui va être axée sur une forme de bien commun. Puis là, on peut passer tout de suite au post-libéralisme, au conservatisme du bien commun. Mhm. Mais pour moi, c'est vraiment c'est l'antidote à ce qu'on vit en ce moment. Ça doit être ça, ça doit être une proposition qui est positive, qui cherche à définir un idéal, parce que le simple rejet du progressisme actuel est pas suffisant justement pour refonder quelque chose qui nous permettrait un peu de sortir de la spirale de ressentiment dans laquelle on est. Puis je craindrais beaucoup un moment où le politique, ça deviendrait seulement des élites toujours plus condescendantes contre un peuple de plus en plus cynique et aliéné par rapport au courant dominant. Je pense qu'il n'y a aucune manière dont nos démocraties pourraient gagner de cette espèce de servicieux. Oui, sur le populisme, quand même, il faut distinguer un petit peu parce que je pense par exemple que J.D. Vance, quelqu'un comme J.D. Vance comprend très très bien. Mhm, Je crois que J.D. Vance est un post-libéral sérieux. Le problème, c'est que je crois que le populisme échoue plus par refus d'entrer vraiment de plein pied dans une nouvelle tradition post-libérale que ses adversaires. Et c'est ce que Nathan Pilkowski écrit. Nous sommes, nous sommes post-libéraux quoi que nous fassions. La neutralité axiologique de l'État est un leurre. Personne ne devrait croire dans la neutralité axiologique de l'État. C'est pour ça que quand on pense notamment que J.D. Vance veut une des piliers de sa politique, ce serait démanteler tout le réseau d'ONG qui soutient précisément cette déconstruction, cette liberté négative, je pense que c'est effectivement un projet post-libéral et très sérieux qui permettrait effectivement de réfléchir positivement à une autre forme de société. Mais il y a un, en ce moment, il y a une grosse réaction et l'atmosphère est assez délétère aux États-Unis de ce que j'appellerais l'establishment traditionnel du Parti républicain notamment, qui prend pour cible en particulier un courant dont vous parlez d'ailleurs et qui comporte un certain nombre de dangers, qui est un courant vitaliste néo-nietzschéen sur la scène intellectuelle américaine, qui est mhm, plutôt représenté par quelqu'un comme Bronze Age Pervert, par exemple, qui est un livre de Bronze Age Mindset, qui est un livre assez très provocateur même, mais qui a été un énorme succès de librairie et qui rappelle un petit peu quand même, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce courant vitaliste qui mérite qu'on prête l'oreille. C'est cette critique de la suradministration de la vie, hein, de l'existence. Et bien qu'il y ait quelque chose d'intéressant dans cette vénération du pouvoir charismatique, qui pourrait effectivement euh, susciter des inquiétudes, à mon avis, on est en présence avec le courant vitaliste de quelque chose qui est assez semblable à ce qui se passait avec la nouvelle gauche, dont Lasch avait dit qu'elle posait des questions tout à fait sérieuses. Et c'était déploré qu'elle ait fini par tomber précisément dans une parade révolutionnaire qui peut d'ailleurs s'accompagner de manifestations violentes. Qu'est-ce que vous pensez de ce courant vitaliste et
de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, cet affrontement en fait où on voit que ce courant vitaliste est même instrumentalisé par l'establishment républicain pour faire échouer le projet MAGA et America First. Ouais, bon, vous dites vitaliste, moi je dis nietzschéen. Je pense qu'on désigne à peu près la même chose dans la Mhm, mesure où, en tout cas, moi personnellement, le danger que j'y vois, c'est d'abord c'est une proposition qui me semble plus négative que positive. Puis oui. justement, ça fait partie des choses qui, moi, me plaisent très peu Mhm, du populisme. Et bon, d'abord, comme chrétien, comme catholique, c'est sûr que ça me parle pas particulièrement non plus, dans la mesure où cet aspect-là, qui est souvent la vénération du pouvoir, finit par tourner mal, en fait. mhm, Et par exemple, quand on voit le wokisme, puis qu'on se dit, bon, clairement, c'est une espèce de politique inspirée du marxisme qui fait un peu le jeu jusqu'au boutiste du faible, entre guillemets, tel qu'on le perçoit contre le fort. Mais je pense pas que la réponse à ça non plus, c'est d'avoir une autre idéologie du conflit qui fait la politique du fort contre le faible. Et mhm, ben, je pense que personne ne veut vivre en fait dans une société comme ça. Et ça serait vraiment à rebours des valeurs occidentales qui sont justement ben, bâties un peu sur cette vision aussi de la dignité humaine, cette vision de l'attention pour les plus vulnérables, qui sont moi des valeurs qui me tiennent encore énormément mhm. à cœur. Et c'est pour ça que moi, j'y vois pas un projet sérieux qui vise à rebâtir un ordre positif. Je pense qu'il y a une bonne part de provocation par ça. Des fois, quand on lit ces choses-là, on se demande qu'est-ce qui est premier degré, qu'est-ce qui est deuxième degré. Oui. Euh, Mhm, puis bref, je trouve pas ça quelque chose de fécond. Je trouve pas que c'est quelque chose qui va refonder le politique. Je comprends pourquoi certains s'en servent pour essayer de discréditer la nouvelle droite, dans la mesure où il y a éminemment des choses là-dedans qui méritent discrédit. Donc, il y a un point où c'est le genre de critique auquel on va faire face quand on avance des choses comme celle-là. Et après, c'est pour ça que moi, ce qui m'inspire d'abord, c'est la droite qu'on dit post-libérale, au sens où là, on arrive avec un projet qui est sérieux, qui est orienté vers une conception du bien commun, mhm. qui dit justement que le rôle de la droite aujourd'hui, c'est pas d'abord de se battre contre le communisme, parce que le communisme n'existe plus, en tout cas pas de manière aussi présente qu'il l'était durant la guerre froide, mais bien plutôt de reconstruire ce socle-là de morale, de tradition, de culture qui encadre l'exercice de la liberté. Ça, bon, des penseurs comme Patrick Deneen, Adrian Vermeule, toutes sortes de penseurs qui d'ailleurs s'inscrivent de plein pied dans la tradition chrétienne et qui voient justement un nouveau rôle pour la droite qui est axé autour de rebâtir justement une société comme celle-là, une société qui est axée vers le bien commun. Puis ça, je pense que déjà là, on a un projet qui est nettement plus fédérateur, qui a certainement une vision qui est positive, qui conçoit aussi justement cet impératif-là de reconstruire des normes autour d'une liberté qui a échoué, pour reprendre le titre du livre de Deneen. Ça, du coup, ça me semble beaucoup plus intéressant si on part justement du principe qu'on ne souhaite pas une contre-contre-culture, mais bien une culture à proprement parler. Oui, en même temps, si on reprend quand même des gens comme Denis, et d'ailleurs dans votre livre, vous voyez hein, dans votre conservatisme du bien commun, vous voyez un certain rôle pour l'État. Oui. Vous êtes assez critique contre une sorte d'éthos anti-étatique qui est très ancré aux États-Unis en particulier. Mais il y a, alors justement, c'est là que Kings North a une approche, par exemple, tout à fait différente. Il parle des tribus méduses, il parle des barbares crus et cuits, de la nécessité, en fait, de fuir cette machine tout à fait omniprésente, tentaculaire. Alors, vous avez les barbares cuits qui sont les barbares qui vivraient, en fait, dans une forme d'un petit peu dans l'enceinte des villes, en essayant de se cacher. C'est un petit peu ce qui était exprimé par le roman d'Alain Damasio, les furtifs. Mais il y a quand même une idée qu'on est en présence de quelque chose, une force assez tentaculaire, assez totalitaire, à laquelle il est assez difficile d'échapper. Donc vous voyez un rôle pour l'État, en revanche, dans ce conservatisme du droit commun. Vous croyez vraiment que l'État peut être quelque part harnaché au profit d'une cause féconde. Ben, je pense que oui, ne serait-ce que pour rétablir justement certains interdits qui tristement sont tombés, qui permettaient justement de brider certains comportements plus nocifs. Mais cela dit, je le reconnais un peu vers la fin, justement, qu'il y a une certaine tension
au sein du courant conservateur sur la réponse à donner à ça, puis l'échelle à Mm. laquelle devrait s'incarner le bien commun. Mais typiquement, en France, on pourrait dire, tu sais, quelle est la différence entre un Alain Finkielkraut et un Jean-Claude Michéa. Tu sais, par exemple, Michéa semble beaucoup plus attaché aux communautés naturelles infranationales que les gens qui sont très républicains comme Finkielkraut qui idéalisent beaucoup la forme de la nation. Après, moi, je pense que les deux sont conciliables dans la mesure où si on croit à une certaine subsidiarité, on peut pas seulement penser que la nation, c'est tout, puis qu'il n'y a rien en dessous, qu'il n'y a pas de communauté, qu'il n'y a pas de famille, etc. Mais je pense qu'on fait probablement une erreur si on fétichise uniquement ce qui est infranational, puis qu'on oublie cette appartenance-là culturelle qui est quand même importante. Et peut-être que c'est un travers de Québécois, dans la mesure où jamais un Québécois n'oublie la question culturelle une seconde Mm. vivant en Amérique du Nord. Et je pense que c'est certainement un travers qui est peut-être plus propre aux penseurs anglo-saxons, dans la mesure où leur culture est à bien des égards hégémonique à l'échelle mondiale. C'est sûr qu'ils peuvent peut-être s'épargner la cause culturelle et souvent la cause étatique qui est associée, parce que l'État-nation, c'est encore une réalité aujourd'hui. Euh, Probablement qu'ils ne ressentent pas ce même besoin impérieux peut-être que c'est une croyance de luxe, ça aussi, en fait. Well, Michéa, justement, est, à mon avis, précisément une très bonne incarnation de ce que Kings North appelle des barbares crus qui vivent, qui sont Ouais. complètement. D'ailleurs, Michéa exploite maintenant une ferme, donc on voit vraiment, vraiment quand même quelqu'un qui a. Qui vit en accord avec une certaine, avec la philosophie qu'il profère. Une chose importante en même temps, vous parlez à un moment de danger de la dépolitisation dans votre livre, précisément, qui pourrait s'appliquer à ces communautés qui voudraient se voir, essayer d'échapper à l'œil de l'État, pour paraphraser le titre du livre de James C. Scott. Et j'ai pas mal lu de Orwell récemment, et notamment, je relisais l'essai consacré par Simon Leys à Orwell, qui s'appelle Orwell ou l'horreur de la politique. Et dans cet ouvrage, Leys dit quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant, qui pourrait servir, en tout cas de base. Bon, d'ailleurs, vous parlez beaucoup de la common decency dans votre livre, mais Leys dit que Orwell détestait la politique, avait l'horreur de la politique, il disait que si la politique doit mobiliser notre attention, c'est à la façon d'un chien enragé qui vous sautera à la gorge si vous cessez un instant de le tenir à l'œil. Et il disait que si Orwell plaidait pour qu'on accorde la priorité aux politiques, c'était seulement afin de protéger les valeurs non politiques. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui fait écho un petit peu à Mm. votre conservatisme du bien commun dans cette horreur de la Oui, oui, oui. politique. Puis justement, je pense que l'idée de la décence commune est super importante, puis que c'est quelque chose qui précède le politique, si on peut le dire ainsi, hein. C'est comme le titre du livre de Mahoney que j'aime beaucoup, Les fondations conservatrices de l'ordre libéral. Moi, une expression que je reprends souvent parce que je pense que ça décrit vraiment quelque chose de réel. Après, sur la question de la dépolitisation, moi, je pense que c'est dangereux de dire qu'on va justement abandonner l'arène politique dans la mesure où tout le monde y est soumis. Puis c'est sûr, c'est effectivement le regard de quelqu'un qui est engagé en politique, qui l'a été, qui a Mm, travaillé pour un premier ministre, puis qui sait que justement c'est important d'être engagé dans la sphère politique. Néanmoins, moi je pense qu'il y a quand même une forme d'équilibre à y trouver un peu à l'inverse de ce que vous disiez mm, avec Kant, sa formule sur justement est-ce qu'on peut avoir des institutions tellement parfaites qu'elles conviennent à un peuple de démons. James Madison disait au contraire, comme beaucoup de pères fondateurs des États-Unis, que les institutions américaines, puis on pourrait dire la même chose de la plupart des institutions démocratiques aujourd'hui, ne peuvent pas survivre si le peuple ne fait pas preuve d'un peu de vertu, parce que c'est des institutions qui ne peuvent pas suffire à elles seules. Et donc, par exemple, quand on parle beaucoup des contre-pouvoirs pour bloquer un, pour bloquer l'autre, etc., mais on peut inventer tous les contre-pouvoirs du monde si ceux qui les occupent ne sont pas animés par la vertu. Si la vertu n'existe plus nulle part dans le corps politique, ben, il n'y a aucune structure rationnelle, juridique, légale mm, qui va empêcher un désastre, en fait. Puis c'est pour ça que souvent, quelque chose qui m'attire notamment chez quelqu'un comme Vermeulen, tu sais, qui est assez ouvert sur sa confiance d'une certaine manière dans le pouvoir étatique, dans le but d'atteindre le bien commun, c'est aussi de dire que si on peut pas demander aux institutions d'être parfaites à la place des hommes. Il mm, va toujours y avoir des hommes qui vont être vicieux. Et puis, il faudrait pas justement par
par surcroît de prudence, faire en sorte qu'il soit impossible de réformer un État qui est dans un état déficient parce qu'on se méfie du dirigeant mauvais. Et souvent, j'ai l'impression que c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui. Puis quand on regarde, par exemple, le débat qu'on a chez nous au Canada entre, disons, la droite libérale puis ce qu'on appelle la New Right, Mhm. cette idée qui est toujours, ben, qui est le même débat qu'on a partout ailleurs, c'est-à-dire est-ce que la droite a le droit de défendre une vision substantielle du bien commun? Ou est-ce qu'au contraire, elle doit être le dernier camp politique qui croit toujours à la neutralité axiologique de l'État, ce qui convient en fait à perdre à chaque fois. Parce que quand on a face à soi des adversaires qui assument que l'État n'est pas neutre, qu'ils peuvent l'instrumentaliser pour arriver à leur fin, et que on a un autre camp qui dit ah non c'est neutre, partons, on peut pas s'en servir ainsi. Mais en fait c'est toujours les mêmes qui finissent par gagner. Et plus encore, il y a une différence de nature entre ces deux-là, parce que les conservateurs incarnent aujourd'hui la volonté de la majorité, au moins sur les questions culturelles sociétales. Il y a une demande de protection réelle chez les peuples occidentaux, alors que de l'autre côté, on est face justement à ben, des progressistes qui ont leur propre sous-culture qui vaut pour peut-être un 20-30% de la population au maximum, Mhm. mais qui ne sont pas outrement troublés par ce que désire la majorité de leurs concitoyens. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on devrait assumer, oui, que l'État a un rôle à jouer pour faire en sorte que eh bien, la plupart des gens qui votent voient leur vote respecté? Ça me semble l'évidence même. Mais si, ben, en fait, si la droite veut se mettre des menottes directement avant de commencer, on n'est pas sorti du bois. Mm. Et peut-être pour conclure sur une note d'espoir, justement, dans votre conclusion, vous avez un petit peu commencé à en parler en introduction. euh, Vous dites que vous avez beaucoup d'espoir votre génération pour précisément porter ces valeurs d'un conservatisme du bien commun. Est-ce que vous voyez euh, vous voyez une porte de sortie à partir de cette génération bon, et, Oui, ben d'abord, moi je suis un optimiste de nature, puis hmm, je pense qu'il faut être optimiste à 24 ans parce que sinon on ne sera jamais. Mais tout de même, il y a quand même des bonnes raisons d'espérer, dans la mesure où, ben, comme on disait tout à l'heure, je pense que ma génération a été exposée davantage que les autres au côté sombre de la déconstruction hmm, et est très, très, très au courant de ce que ça fait d'être un peu héritière du vide. Et donc, à ce moment-là, si on a, sans dire touché le fond du baril, mais qu'on a vu à quel point cette logique-là pouvait être délétère, ben, c'est normal qu'il y ait une forme de retour du balancier. Et puis souvent, le politique, c'est ça. Hein? On juge que justement l'ordre social est un peu trop contraignant, donc on a une génération qui va être un peu plus libertaire. Désormais, on vit les travers de la liberté, donc on va davantage se questionner sur les normes qui doivent un peu soutenir hmm, cette forme-là de liberté. Et je pense que justement, on est peut-être rendu à ce moment-là où il y a une forme de consensus sous-jacent, d'ailleurs, chez les gens qui soient de gauche ou de droite, quand ils sont des aides, c'est qu'ils sont assez généralement insatisfaits de cette liberté abstraite-là, puis qu'on cherche justement quelque chose de plus solide, de plus substantiel pour soutenir nos sociétés. Et donc, moi, à partir du moment où au moins ce constat-là est posé, ben, je me dis que on part d'une bonne base pour essayer de réfléchir à la suite. Et sur la question, on parlait de technologie tout à l'heure, sur la question des téléphones, euh, moi, je constate quand même que c'est souvent archi populaire chez les jeunes l'idée de réglementer davantage tout ce qui concerne la technologie et ses excès, justement parce qu'on les a vécus de première main. Je me souviens, c'est dans le livre de Jonathan Haidt, je pense, Anxious mhm, Generation, il demande à des jeunes euh, si vous pouviez interdire les réseaux sociaux comme s'ils n'avaient jamais existé, en échange que personne d'autre ne puisse y être, de telle sorte que vous n'avez pas justement ce désavantage si vous n'êtes pas là où tout le monde est. Est-ce que vous le feriez? Je pense que 70 ou 80% des gens répondent oui. hmm, Ça, c'est quand même quelque chose de fort culturellement. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'on n'est pas dans une situation souhaitable. Même si c'est dur un peu de s'en sortir, on part quand même du constat qu'on a un problème avec la cohésion en ce moment et que, d'une certaine manière, le rôle du politique, c'est peut-être de retrouver notre chemin vers une société qui est davantage ordonnée vers le bien commun, qui fait aussi de la place à ce qui apporte de l'appartenance, ce qui apporte des repères. Et pour moi, à partir du moment où ce constat-là est au moins posé et presque consensuel chez les jeunes, certainement que ça veut dire que au moment où cette génération-là va arriver aux affaires, hmm. ben, la vision du politique va changer de manière drastique. Vous n'avez pas peur d'un certain aspect que précisément une partie de votre génération soit plutôt
c'est une telle horreur de la politique qu'elle en vienne effectivement aller chercher des solutions un petit peu à la Kings North, qui d'ailleurs, quand il a fait sa tournée aux États-Unis, ça a été un énorme succès. Toutes les conférences étaient à guichet complet. Ou alors qu'il soit sensible aux sirènes du nouveau populisme économique de gauche instigé par des gens comme Zoran Manzani. Euh, Ouais, ben ça, c'est une vraie possibilité. Mais cela dit, je constate quand même à peu près partout que, disons, à populisme égal, c'est souvent le populisme conservateur qui fonctionne mhm, mieux que le populisme progressiste. Parce qu'ils ont quand même, disons, une différence sociologique, dans la mesure où quand on regardait l'électorat de Mamdani, c'était vraiment des gens qui étaient plus bourgeois, qui étaient élus, qui étaient issus justement de cette élite cognitive-là. Et puis c'est intéressant d'ailleurs comment c'est un courant qui prétend se revendiquer du peuple, en fait, a une sociologie qui est extrêmement élitaire. mhm, Alors qu'à l'inverse, quand on regarde, disons, les différents populistes conservateurs en Occident, un point qu'ils ont en commun, souvent, c'est de fédérer les classes populaires. Et après, cela dit, il y a quand même, comment dire, cette demande de protection-là, elle est réelle. Puis je mhm, pense que Patrick Denis l'explique vraiment bien. Je pense que c'est dans Regime Change. Quand il dit, grosso modo, les peuples aujourd'hui veulent tous à peu près la même chose. Ils veulent d'abord une forme de sécurité au sens physique, au sens le plus premier du terme. Ils veulent aussi une forme d'égalité au sens d'une classe moyenne qui est forte, d'un certain niveau de richesse qui est étendu, puis qui est pas une utopie socialiste, qui est souvent juste ce qu'on on voyait justement pendant les Trente Glorieuses, et finalement veulent aussi une forme de continuité identitaire, une forme de mhm, repère qui est tout à fait normale pour l'être humain. Puis pour moi, ce programme-là, d'abord, c'est en rien radical ou extrémiste, là. Au contraire, ça me semble à peu près ce que tout le monde a toujours désiré depuis le début du mhm. politique, là. Je veux dire, c'est tellement la base. Mais aussi de voir que, ben, comment dire, la composante économique est aussi importante. Et je pense que, justement, si la droite avait une offre qui était populiste au sens, disons, sociétal, identitaire, mais qui délaissait ce besoin-là, qui est quand même directement lié à son propre électorat qui est devenu des classes populaires, un populisme qui serait une forme de rhétorique agressive pour paupériser davantage la majorité des gens. Je pense pas que ça fonctionnerait beaucoup Mhm. et que ce serait vraiment ce que les gens désirent. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la faiblesse du populisme de gauche, à mon sens, vient aussi du fait que le populisme conservateur d'habitude, a été assez bon pour saisir cette demande de protection économique et qui souvent est beaucoup moins libertarien qu'une droite passée a pu l'être sur les questions économiques. Donc, je pense que c'est vraiment un nouvel équilibre qu'on voit se développer en temps réel qui va être très intéressant à suivre. Bon, eh bien, je pense que nous conclurons sur cette note d'espoir sur votre génération. Je voulais vous remercier encore et vous féliciter pour cet excellent ouvrage. J'ai pris un Ben, merci à grand vous. plaisir à le lire. Merci, Pierre, merci Étienne Alexandre. Au revoir.